Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Michel Njombo, président d'Unicongo depuis 2022. Qui dit Unicongo, c'est un magma de près de 400 entreprises et 17 fédérations. À ce titre, vous êtes quand même, on peut le dire, Michel, une très grande plateforme patronale au Congo. Tout à fait. Unicongo est le principal porte-parole des sociétés privées au Congo. Nous défendons l'intérêt du secteur privé formel. Et au-delà de défendre l'intérêt du secteur privé formel, nous voulons être le partenaire sur tous les sujets sociaux, sur tous les sujets de représentation, de développement économique des partenaires publics que sont le gouvernement ou des partenaires syndicaux que sont les syndicats d'employés. Alors, si on veut se faire une idée de ce que vous valez exactement, est-ce qu'on peut se faire une idée en termes de poids? Que représente exactement le magma des entreprises que vous représentez en termes de contribution, par exemple, fiscale? On va déjà parler en termes de chiffre d'affaires cumulé. Le secteur privé formel au Congo, c'est quelque part autour de 5 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires cumulé. Et les entreprises du Congo sont autour de 4 500 milliards. Donc on est autour de 90% de l'économie formelle congolaise. Bien évidemment, on n'est pas sans ignorer que l'économie informelle est très très développée. Voilà, mais en ce qui concerne le formel, nous représentons la quasi-totalité de l'économie formelle congolaise. Ensuite, en termes de contribution fiscale, encore une fois, là, nous sommes sur ces mêmes ratios. Nous sommes à plus de 90% de la contribution fiscale. Parce que l'un des grands sujets de la fiscalité dans notre pays, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale plutôt que son alourdissement. Oui. Et qui dit alourdissement, en fait, dit une chose, dit qu'on fait peser la charge fiscale sur le même lot d'entreprises. Et le lot de ces entreprises, c'est en majorité Unicongo. Donc, tout comme on représente 90% de l'économie formelle, on représente 90% des contributions fiscales et sociales. Et même, je pense que sur les contributions sociales, donc on parle de la CNSS par exemple, on est plus près des 100% que de 90%. Voilà. Quand vous regardez le décompte du nombre de cotisants à la CNSS, il correspond plus ou moins au nombre d'emplois créés par les adhérents d'Unicongo. Est-ce que, Michel, je vais extraire un tout petit peu, certainement, je vais vous titiller un tout petit peu, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le nom Michel, oui, c'est vrai, mais le nom Njombo aussi, puisqu'on sait que votre père, c'est un important membre du bureau politique du Parti congolais du travail, qui plus est, il y a quelque temps, il était un influent ministre de la République. Alors, est-ce que le magma des entreprises que vous représentez n'a pas voulu faire de vous un VRP pour porter les désiratages, notamment du secteur privé auprès du secteur public, mais de l'autre côté aussi, le même secteur public s'est dit, mais de quoi se mêle-t-il? Celui-là, il est quand même notre fils. Pourquoi se montre-t-il si pertinent dans ses analyses qu'il fait alors que nous sommes dans une situation d'assèchement financier au Congo-Brazzaville? Est-ce que, à un moment donné, comme on dit en français africain, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelquefois le frein en main? Écoutez, vous mettez le doigt là sur un élément essentiel de mon positionnement. Je dois faire quelque part un jeu d'équilibriste entre la défense des intérêts des sociétés que je représente, dont moi-même je fais partie en tant que chef d'entreprise, et la nature des échanges et les termes même des échanges que nous avons avec les pouvoirs publics. Mais je considère que je suis une passerelle entre nos partenaires publics et le secteur privé. Parce que si on dit que je suis presque un enfant du sérail, ça veut dire que je comprends le point de vue des acteurs publics, des acteurs politiques. Et qui dit que je comprends leur point de vue veut dire aussi que on ne peut pas me faire le procès lorsque je porte la voix des sociétés privées de ne pas défendre l'intérêt national. Parce que trop longtemps, on a opposé intérêt privé et intérêt public. Et ça, c'est lié aussi à l'histoire de notre pays où le secteur privé était plutôt porté par des intérêts étrangers, en lien avec l'époque où la libre entreprise n'était pas permise au Congo. Et donc, on nous a longtemps fait le procès dans le secteur privé de ne pas défendre l'intérêt congolais. Mais est-ce que à un fils du pays, est-ce qu'on peut faire le procès de ne pas défendre l'intérêt national? Qui plus est, un fils du pays, investisseur dans un secteur porteur, créateur d'emplois, un secteur qui est le secteur agricole, pour le nommer, qui est pour les pouvoirs publics la priorité. Donc je prouve là par mon positionnement que je m'inscris complètement
dans l'intérêt national, en m'investissant dans un secteur clé, porteur, prioritaire pour le gouvernement, que je comprends les attentes des pouvoirs publics vis-à-vis du secteur privé, mais en même temps, je suis, je pense, potentiellement, en toute humilité, le meilleur avocat du secteur privé. Parce qu'il est difficile, et là je joue peut-être, je devrais peut-être pas, mon rôle de fils d'eux, mais si je ne le joue que pour l'intérêt national ou commun, j'accepte de le jouer. Donc je joue quelque part la carte de fils d'eux. On ne peut pas me fermer les portes, en toute humilité, parce que c'est des gens qui m'ont vu évoluer personnellement et professionnellement. Donc il est difficile de dire qu'on ne va pas parler à notre fils pour ne pas écouter son plaidoyer, qui, de mon sens, est un plaidoyer juste. Alors justement, vous parlez du plaidoyer. Si on reste collé à l'actualité, la loi des finances 2025 a justement prévu la taxation de certains produits à travers les droits d'assises. Est-ce que ce genre de mesures, puisqu'on sait que ça a un impact sur le consommateur final, est-ce que Unicongo, c'est-à-dire le magma des entreprises que vous représentez, est parfois associé dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances, comme cela se fait, par exemple, avec l'OGICAM au Cameroun, qui est parfois consulté, ou alors le MESI en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le mouvement des entreprises de Côte d'Ivoire? Pour être franc, c'est un terme que j'utilise régulièrement. Nous sommes entendus mais pas écoutés. C'est-à-dire que nous nous exprimons à la demande de nos partenaires publics ou à notre initiative, mais nos suggestions, parce qu'on doit les présenter telles quelles, hein, on n'exige rien du gouvernement, mais on propose des choses, on fait des propositions de solutions, d'amendements, d'évolution du cadre légal, ne sont pas toujours écoutés. Et ça, c'est un problème. Mais au-delà de ça, pour ne pas ressasser systématiquement les problématiques du dialogue public-privé, je vais d'abord faire une parenthèse pour dire que il y a un travail qui est initié depuis quelques années, qui n'a pas encore été matérialisé, mais j'ai grand espoir qu'avec le nouveau ministre des Finances, qu'il soit mis en œuvre, la remise en place de ce qu'on appelle la conférence fiscale, qui, il y a une dizaine d'années, se tenait à la fin du premier semestre. On réunissait autour de la table, on va dire, quelques dizaines d'acteurs publics, privés, de différentes administrations, de différents secteurs d'activité, des conseils fiscaux, qui se retrouvaient et qui mettaient en œuvre les propositions pour la future loi des finances. Donc 3-4 mois avant que le travail purement sur la loi des finances avait lieu. Et ça n'existe plus. Je pense que le fait qu'on n'ait plus écouté aussi, c'est peut-être parce qu'un cadre formel où on pourrait être écouté n'existe plus. Donc, on est simplement sur des échanges de propositions écrites, des propositions qui ne sont pas toujours, qui n'arrivent pas toujours sur le bureau des décideurs ou pas dans les temps. Et puis après, il y a l'impératif aussi avec l'agenda gouvernemental qui ne cadre pas toujours avec un dialogue effectif. Mais ça va être corrigé. On a reçu les assurances du gouvernement. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que on a parfois l'impression que le gouvernement court après la mise en œuvre de son programme et on aimerait leur demander peut-être de prendre un pas de recul pour finalement quelque part établir ensemble une stratégie pour le développement économique du Congo. Le sujet des droits d'assises est un très bon sujet. Nous, on ne peut pas s'opposer à l'établissement de nouvelles taxes, surtout si ces nouvelles taxes sont à usage de développement économique du pays, d'amélioration de la trésorerie aux fins de faire face aux obligations sociales, de développement social du pays par le gouvernement. Cependant, il y a une antinomie entre cette collecte fiscale accrue et la stratégie de fixation des prix du gouvernement. Il y a là un manque de stratégie. On a l'impression, même si je ne veux pas je veux pas faire le procès au gouvernement de ne pas avoir de vision là-dessus, mais des fois on a l'impression qu'on ne comprend pas la vision, si je peux m'exprimer ainsi. On prend quelques produits, vous voyez que le gouvernement veut limiter. On peut prendre les produits de première nécessité, le riz, l'huile par exemple, où le gouvernement veut limiter l'inflation. En revanche, on ne limite pas le coût des facteurs de production. Si on revient sur les droits d'assises, on peut prendre la bière. Le prix de la bière est fixé ou limité par le gouvernement. D'ailleurs, je crois ne pas me tromper, depuis 22 ans ou 24 ans, le prix de la bière n'avait pas augmenté, fixé à 500 francs. On est l'un des seuls pays en Afrique où le prix de la bière, non, en Afrique, presque nulle part en Afrique, le prix de la bière est fixé par l'État. Presque nulle part. Et là, quand on parle de droits d'assises, vous voyez qu'on augmente régulièrement les droits d'assises, mais on interdit aux brasseurs, on interdisait, maintenant on a ouvert une discussion, on interdisait aux brasseurs d'augmenter le prix de la bière.
Donc, on ne peut pas à la fois dire qu'on augmente les taxes et on limite le prix de vente. Donc, c'est comme si, là, je parlais de stratégie, c'est comme si on est à la fois dans une économie régulée, donc ça nous rappelle un peu l'ère communiste, le passé communiste du Congo, et on veut utiliser la taxation et la fiscalité comme dans une économie de marché pour pouvoir lever de l'argent pour améliorer la trésorerie publique. Mais on est un peu comme, on a le sentiment, des fois dans le secteur public, c'est une cocotte minute où on augmente le feu, mais à la fois on a la pression du couvercle. Et à un moment, ça va péter. Désolé de m'exprimer de façon aussi idéale. Alors, lorsque vous parlez du coût de facteur, vous faites allusion à quoi exactement? Puisqu'on sait très bien que le gouvernement, dans le but de lutter contre l'inflation, justement, accorde des exonérations pour une certaine période et pour une certaine catégorie de produits. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous avez l'impression que cette mesure n'est pas salutaire? Ça, c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut prendre un pas de recul et analyser l'impact de ces actions et avoir vraiment une stratégie globale et concertée. L'exemple de la bière, encore une fois, est un très bon exemple. Vous avez les brasseries, les deux, qui ont des conventions d'établissement. La convention d'établissement, dans le cadre de la Justement, nous en parlerons tout à l'heure, des conventions d'établissement, comme ça fait procès. Voilà. Oui. Ces conventions d'établissement, dans le cadre de la Charte nationale des investissements, donnent lieu à des exonérations. Et donc, on peut considérer que, en échange de ce capping du prix de la bière, on peut accepter une augmentation de la fiscalité parce que vous avez un certain nombre d'exonérations, les exonérations à l'importation de la matière première, par exemple. Sauf qu'on ne peut pas se limiter à ça, il faut faire une analyse plus approfondie. Prenons l'exemple de Brazzaville. Prenons l'exemple de la société Brasco, qui a une brasserie à Brazzaville, une brasserie à Pointe-Noire. La brasserie de Pointe-Noire représente peut-être 40% de la production et celle de Brazzaville 60%, ce qui correspond à la consommation du pays et puis à la dynamique des deux villes. Sachez que en 2024, la brasserie de Brasco à Brazzaville a tourné 40% du temps au gasoil sur groupe électrogène. Ce qui crée des surcoûts. Des surcoûts. Cette situation de groupe électrogène surutilisé a fait même que 2 sur 4 de leurs groupes électrogènes lâchent et soient remplacés. Donc des investissements supplémentaires. Voilà. Aujourd'hui, les marges des brasseurs se sont amenuisées à tel point que ils ont donné chiffre à l'appui au gouvernement, un point de situation où ils disent que vous augmentez les droits d'assises, vous interdisez l'augmentation des prix de la bière. Toutes nos matières premières à l'importation ont explosé depuis la guerre en Ukraine, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Et en plus, au Congo, les coûts de facteurs de production locaux, par exemple, avec l'augmentation de l'utilisation des générateurs électriques augmentent, ça devient intenable pour les sociétés. Intenable. Vous voyez, donc quand on analyse les exonérations qu'obtiennent les sociétés, vous avez l'impression que ça n'a pas de grandes répercussions sur les consommateurs. Ou au moins, je ne vais pas avoir la vanité de déclarer comme ça, de dire que ça n'a aucun impact, mais il faut voir quelle est la réalité de l'opération de la société, quelle est son empreinte fiscale, quelle est son empreinte sociale, le nombre d'emplois qu'elle crée, quels sont ses coûts de production, quelle est sa marge réelle. Et tout ça, les autorités les connaissent grâce à la CNCES, grâce aux impôts qui connaissent les marges à travers les déclarations fiscales, etc. Et c'est à l'aune de ça qu'on analyse le besoin ou pas, l'utilité ou pas des exonérations qu'on donne. Et j'ai l'impression que toute cette analyse n'est pas faite. Est-ce que vous, donc, au niveau du Congo, vous faites un tout petit peu des analyses en ce sens, en tenant compte non seulement des coûts de transport et des frais additionnels occasionnés par ce que vous venez de relever, notamment, par exemple, le carburant qu'il faut acheter? Est-ce qu'une étude est menée à votre niveau, parce que vous disposez quand même d'une certaine expertise qui vous permet d'éventuellement proposer au gouvernement des pistes de solutions? Tout à fait. Nous sommes en train de lancer 2 initiatives. Une première qui est interne. Nous sommes en train de lancer une enquête destinée à nos adhérents pour pouvoir connaître un peu mieux leur situation économique et financière dans l'environnement actuel. Donc, ça inclura des éléments d'appréciation qui nous permettront justement de savoir quelle est aujourd'hui la marge qu'ils réalisent, l'impact de l'augmentation des facteurs de production, l'évolution de leur contribution fiscale et sociale dans le temps. Donc, on aura on va dire un snapshot, donc une image, un instantané très précis de l'état financier et économique de nos adhérents. Au-delà de ça, nous allons lancer une plateforme qui sera une plateforme d'indicateurs statistiques sur l'économie congolaise. Donc là, on ira au-delà de nos adhérents. La Banque africaine de développement va financer
la mise en place d'une telle plateforme qui sera alimentée donc déjà dans un premier temps avec les résultats de cette enquête sur nos adhérents, mais enrichie à toute l'économie et dans une certaine mesure même à l'économie informelle. Donc on aura des indicateurs évolutifs dans le temps, donc vraiment une plateforme web. On aura le nombre d'emplois formels, le nombre d'emplois informels, le chiffre d'affaires évolutif de l'économie formelle, la part fiscale contributive des adhérents d'Unicongo. Donc, on aura vraiment cette vision et ça permettra même au pouvoir public d'avoir vraiment une meilleure connaissance même de l'économie qui aujourd'hui est un peu éclatée dans plusieurs agences. Et je pense que, je parlais de stratégie, de ne pas avoir cette vision consolidée, ça empêche justement de développer une stratégie. Donc, nous allons apporter notre pierre à l'édifice de la collaboration publique-privée en apportant cette plateforme. Dans la situation d'assèchement financier que vit le Congo, le gouvernement a décidé, par exemple, de suspendre les conventions d'établissement auxquelles vous venez de faire allusion. Ça touche, semble-t-il, une 50aine d'entreprises. Est-ce que il y a des entreprises du Congo qui sont concernées par cette situation de suspension des conventions d'établissement? En fait, il y a un amalgame qui est fait. Très régulièrement, il est arrivé, avec surtout l'arrivée d'une nouvelle administration aux finances, qu'il y ait une remise à plat de certaines conventions dont on considérait que soit l'attribution était douteuse, soit l'exécution n'était pas conforme aux engagements pris par celui qui a obtenu, la société qui a obtenu la convention d'établissement. Donc ça a existé de tout temps. Donc il y a probablement des suspensions de conventions dans le cadre de la non-réalisation des engagements, ça c'est une chose. Mais la loi des finances 2025 a prévu un nouveau mécanisme où vous allez, lorsque vous avez des exonérations de droits et taxes à l'importation, payer les droits et taxes au niveau prévu par la loi, prouver l'exécution de vos engagements, le respect de vos engagements, et vous faire rembourser a posteriori par les pouvoirs publics. À travers un compte séquestre qu'on va ouvrir à la Banque Donc, il ne centrale. s'agit pas de la remise en cause des exonérations de la convention, mais il s'agit de dire que on veut s'assurer que l'exécution des conventions ne soit pas trop large ou au-delà de ce qui est prévu dans les conventions. Donc, on ferme les vannes et a posteriori, vous allez vous faire rembourser. Comme souvent, c'est une mesure qui, sur le papier, paraît raisonnable et peut-être même salutaire. Sauf que, dans la réalité, il est très difficile de se faire rembourser a posteriori. Pourquoi? On a le sujet des crédits de TVA, par exemple. Il y a plusieurs secteurs, le secteur forestier, le secteur... Nous en parlons justement avec le partage de production dans ce secteur. Très bien. Oui. Très bien. Le secteur des services à l'aérien, donc vous avez Aerco, Congo Handling, par exemple. Tous les secteurs qui travaillent soit à l'exportation, soit en prestation de services pour des sociétés qui sont exonérées de TVA parce que sociétés qui opèrent dans un certain cadre, comme par exemple les compagnies aériennes qui achètent des services hors taxe. Donc ça veut dire que Aerco, par exemple, preste hors taxe, mais tout ce que Aerco consomme au Congo est TTC. Donc ça crée un solde, une balance de TVA où l'État doit rembourser à Aerco la TVA, ce qui n'est pas fait. Peut-être tenant compte des difficultés conjoncturelles du pays. Donc là, on est en train de dire qu'on va rajouter des dizaines de milliards de frais de douane à rembourser, déjà qu'on n'arrive pas à rembourser quelques milliards de TVA pour certaines sociétés. Donc on est en train d'alourdir. Et je pense que les pouvoirs publics, de toute façon, en sont conscients. Et ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, c'est des mécanismes où on s'assure de contrôler la fraude. C'est-à-dire qu'il y aura probablement, je ne veux pas m'engager à la place des pouvoirs publics, des mécanismes où il y aura une sorte de corridor vert, peut-être corridor orange et corridor rouge. C'est-à-dire que dans le corridor vert, une fois que vous avez prouvé que vous tenez vos engagements, peut-être qu'à la première importation, vous allez payer plein pot. Mais une fois la deuxième importation arrivée, vous aurez comme un crédit de douane. À la deuxième importation, on va faire valoir ce crédit contre votre exonération pour la prochaine importation. Et ça, c'est le mécanisme le plus opérationnel. Je pense que ce sera le plus simple à mettre en œuvre. Mais pour tous ceux qui ne pourront pas prouver que ce qu'ils ont importé correspond bien à leur convention, tous ceux qui ne pourront pas prouver qu'ils n'ont pas tenu les engagements de création d'emplois, d'investissement ou de RSE pris dans le cadre de leur convention, eux, quand ils iront demander le remboursement, ils pourront pas. Et à la prochaine importation, ils devront encore payer plein pot. Et à ceux-là, nous disons, Unicongo ne peut pas être aux côtés de ceux qui ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis des pouvoirs publics. Et je suis convaincu que, bien évidemment, il n'y a aucune entreprise où il n'y a aucun collectif où on ne peut pas avoir des gens qui agissent mal. Donc, très probablement, à Unicongo, on peut avoir à la marge quelques personnes qui ne respectent pas toujours l'engagement. Mais la majorité des acteurs d'Unicongo, et nous en assurons, sont des acteurs vertueux.
Donc, nous sommes très sereins face à cette mesure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Monsieur le Président, que de toute façon, la charte des investissements, à la lire, me paraît tellement alléchante et très large? Est-ce qu'il ne faut pas une refonte de cette charte d'investissement, d'où débouchent justement les conventions d'établissement utilisées de manière abusive et qui font perdre à l'État, je vous le rappelle, près de 1500 milliards de francs CFA au titre des impôts et plus de 600 milliards au titre de la douane, ce qui représente quand même, lorsque vous faites la sommation, on est à quasiment près, n'est-ce pas, du budget 2025 du Congo-Brazzaville, puisqu'on est à 2100 milliards de francs CFA. Ce que je vais répondre est un peu polémique, mais je ne crois pas à ces chiffres. Vous ne croyez pas Ils ont été évalués comment? En fait, je vais vous dire, lorsque on soumissionne à une convention d'établissement, avant de répondre à votre question, je fais une parenthèse sur les chiffres. Lorsqu'on soumissionne pour demander une convention d'établissement, on fait des projections. On va investir à tel niveau, on va faire ça, etc. Et donc, on prévoit d'investir ça, qui coûte tant, et on demande une exonération. Dans le cadre du dossier qui a été ficelé, on a donc une valeur de ce qui sera importé et du manque à gagner éventuel causé par les exonérations. Donc, on peut sortir de ça. Et donc, ces chiffres, c'est simplement un cumul de ce qu'il y a dans ces dossiers. Oui, notamment pour les impôts. Vous savez, il y a la TUS, il y a les IRPP, il y a la TVA, dont sont exonérées justement ces entreprises. C'est sur la base de ces calculs que le gouvernement débouche sur ce montant. Il y a à chaque session de la Commission nationale des investissements une vingtaine ou une trentaine de sociétés. À laquelle vous prenez d'ailleurs part, Unicongo. Tout à fait, Unicongo en ma personne. Il y a une vingtaine, une trentaine de dossiers qui aboutissent. Certains parmi ces dossiers ne sont pas matérialisés toujours par des investissements. Ça veut dire que lorsque vous prenez votre compteur et que vous arrivez à 1500 milliards d'impôts qui ne seront pas payés, en réalité, dans ces 30 projets, tous n'ont pas finalement été réalisés. Il y a des sociétés qui anticipent. Par exemple, un exemple concret, le CFCO a bénéficié d'une convention d'établissement où on parlait de plusieurs milliards d'investissements. Est-ce que sur les 2-3 dernières années, le CFCO vraiment a fait des investissements de plusieurs milliards? Ça veut dire que ces chiffres-là, où on dit que le CFCO aurait pu importer tant en économisant tant en exonération ou en impôts, c'est pas réalisé. Donc, combien d'autres projets n'ont pas été réalisés dans le lot ou dans la masse de ces chiffres? Donc, je ne veux pas faire Mais à qui la faute quand même, Monsieur le Président, puisqu'on sait qu'il y a des inspections au niveau de la commission des investissements qui doivent être menées. Et vous prenez part justement à cette commission. Est-ce que les gens font réellement leur travail? Dans les conventions d'établissement qui sont octroyées, sur les 30 dossiers qui passent à chaque commission, il y a environ 10 adhérents d'Unicongo. Oui. Et 15 à 20 non-adhérents, y compris des sociétés d'État. Sur ces non-adhérents d'Unicongo, quand je lis les dossiers, je considère, mais c'est une analyse personnelle, on exclut les sociétés d'État. Oui. Les sociétés privées qui restent, vous coupez la poire en deux. Il y a aussi des fils à papa qui détiennent des conventions d'établissement. Vous coupez la poire en deux. Oui. La moitié des sociétés sont des sociétés farfelues et des projets montés de toutes pièces pour obtenir les conventions d'établissement. Et c'est normal que cela soit bloqué. Personne ne peut s'y opposer. Je vais vous donner 2 exemples. Oui. J'ai participé, la dernière session de la Commission nationale des investissements à laquelle j'ai participé était début 2024. Les 2 autres sessions, j'y étais représenté, je n'étais pas disponible. Celle de début 2024, j'ai personnellement mis mon veto à 2 projets. C'était des sociétés agricoles qui avaient des dossiers qui se ressemblaient, avec des chiffres, parce que moi je connais les rendements du maïs par exemple, avec des rendements de maïs délirants, qui n'avaient aucun sens, des chiffres d'affaires, des coûts de production, c'est-à-dire que le dossier technique était bidonné, et qui voulait importer une 50aine de véhicules par société. En fait, qu'est-ce que ce sont ces sociétés? Ce sont des importateurs de véhicules qui, avec des complices véreux, montent des faux dossiers. Ça veut dire quoi? Lorsque vous dites qu'il y a par exemple 600 milliards de pertes au niveau du cordon douanier, mais ce sont ces sociétés-là. C'est-à-dire que c'est de la fraude. On ne peut pas remettre en question le mécanisme des conventions d'établissement. Ce qu'on doit remettre en question, c'est la capacité des pouvoirs publics à arrêter la fraude. Quand on voit un dossier où quelqu'un qui veut monter une société agricole achète 50 véhicules et qu'on lui octroie ça, il y a un problème. Heureusement, la Commission nationale des investissements essaie de bien faire son travail. Je dis essaie, parce que tout le monde au sein de la Commission n'a pas toujours l'expertise pour détecter
une tentative de fraude. Et c'est pour ça qu'il passe souvent par le secteur agricole, parce qu'avant ma présence autour de la table, il n'y avait pas d'experts du secteur. Mais là, ces sociétés ne peuvent plus utiliser le secteur agricole pour frauder. J'ai l'impression, pour conclure là-dessus, qu'on confond toujours, ou on confond souvent, la nécessité d'arrêter la fraude avec le durcissement des processus. Ça, c'est un problème chez nous. On va durcir la loi, durcir la règle, créer des conditions où finalement ceux à qui on a octroyé des exonérations ne peuvent plus en bénéficier parce que d'autres en abusent. Je pense qu'il y a des moyens plus simple d'arrêter la fraude. Monsieur le Président, avant d'aborder la question de la CAMU, une question sur la responsabilité sociétale de vos membres. Comment est-ce que ça se passe? Il semble que vous préférez, enfin certains adhérents préfèrent dealer avec les pouvoirs publics qui leur font pression, de leur remettre ce qui est prévu dans le cadre du budget de la responsabilité sociétale. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, par souci de transparence, de transférer, n'est-ce pas, tous ces budgets dans la loi des finances, afin qu'il y ait plus de transparence? Non, le terme dealer est exagéré, parce qu'il s'agit quand même d'un processus formel. En fait, ce qui se passe au Congo, dans certains secteurs d'ampleur, on peut parler par exemple du secteur pétrolier ou du secteur forestier, souvent, la tutelle ou le gouvernement, pas la tutelle toujours au sens du ministre de tutelle, mais le gouvernement essaie de flécher l'utilisation de ces budgets RSE. Mais c'est légal, c'est transparent. Il ne s'agit pas de donner des valises d'espèces d'un budget RSE à quelqu'un dans les pouvoirs publics. Non. On peut prendre des exemples concrets. Les pétroliers sont en train de construire à Pointe-Noire l'université de Liambou, qui va être gérée par les catholiques, donc l'université catholique de Liambou. Les pétroliers ont financé l'école Terre d'école en face de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. Ils ont financé en partie l'extension du mausolée Savonneur de Brazza à travers la salle de conférence. Les pétroliers ont financé le centre d'excellence sur les énergies renouvelables d'Oyo. Donc tout ça, c'est légal et c'est tracé. Maintenant, le débat peut être, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire avec cet argent autre chose? Mais nous ne définissons pas les priorités du gouvernement. Maintenant que la discussion soit mise sur définir une stratégie de fléchage des budgets RSE, c'est une discussion légitime et nous sommes prêts à y participer. On peut prendre aussi l'exemple des forestiers, puisque j'ai cité le secteur forestier. Si aujourd'hui, le département de la Likwala est connecté par la route, si on fait exception du bac sur la Sanga à Ouesso, au reste du pays, c'est grâce à une société forestière qui est la société CIB. La CIB, depuis Pokola jusqu'à Enyélé en allant à Imfondo, a ouvert dans la forêt équatoriale 380 km de pistes. 380 km. Cette piste-là est sur le tracé exact de ce qu'on appelle le corridor 13 du NEPAD ou de l'Union africaine. Ça veut dire que finalement, une société forestière, grâce à son budget RSE, a fait le travail de l'État, mais un travail énorme, a désenclavé une région avec un impact social incroyable. Aujourd'hui, on a connecté un département. Moi, je suis un enfant de la Likwala, un enfant du Congo avant tout, mais un enfant de la Likwala aussi. Dans mon enfance, quand j'allais en voyage à Likwala, on voyait que des boissons et des bières centrafricaines. Aujourd'hui, vous voyez des bières de Brasco, des boissons de Bralico, partout dans le territoire congolais, jusqu'à Imfondo, Betou, Enyélé et Pena. Merci, Monsieur le Président. On va donc aborder la question de la CAMU qui fait débat. On sait très bien que le gouvernement a lancé depuis 2002 le projet de la CAMU et le projet continue son petit bonhomme de chemin, mais on a l'impression que Unicongo s'y oppose. Unicongo ne peut pas s'opposer à un projet ou à une vision gouvernementale. Parce que nous sommes des partenaires sociaux, c'est-à-dire que par essence, nous devons nous parler et avancer ensemble. On a vu les travailleurs débrayer, ceux du secteur pétrolier, des sociétés brassicoles. Tout à fait, non, mais j'en viens. C'est pas parce qu'on ne peut pas s'y opposer, donc le terme opposé est celui que je pense n'est pas le mieux choisi. Mais Unicongo a alerté nos partenaires publics en leur disant que la mise en œuvre de la CAMU, telle qu'elle est en train d'être faite, nous mène dans le mur. C'est simple. Oublions le débat sur le niveau de préparation, où en est la CAMU, est-ce qu'elle est prête à être déployée, oublions ça. Nous posons juste une chose sur la table. Premièrement, avant de vous dire ce que je voulais évoquer là en posant cet élément sur la table, premièrement d'abord, il faut dire que c'est une initiative louable. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'y opposer.
le secteur privé serait irresponsable de s'opposer à un projet public de couverture de la population démunie ou en incapacité de se soigner. Ce serait irresponsable, presque criminel de notre part. En revanche, le business model, c'est un gros mot, là on parle d'une initiative sociale, mais le modèle de financement n'est pas le bon. Non, c'est pas qu'il nous convient pas, il ne peut pas fonctionner. C'est simple. Pourquoi il ne peut pas fonctionner? On prend l'exemple de la CNSS. À la CNSS, il y a environ 40 000 cotisants. 40 000 cotisants correspondent en majorité aux salariés du secteur privé. Ces 40 000 cotisants sont pris en charge eux-mêmes pour tous les sujets autour du travail. Les accidents de travail, les congés maternité, les congés maladie, donc tout ce qui tourne autour du travail. Pas la maladie, pas au sens de traitement des maladies, d'accord? La CNSS aujourd'hui est déficitaire. Pourquoi? Parce que la CNSS couvre également les contractuels de l'État, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour l'État qui ne sont pas sous contrat de fonctionnaires. La CNSS couvre également les salariés de sociétés publiques. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'État congolais ne cotise pas à la CNSS et creuse un trou, on parle de milliards. Unicongo est administrateur à la CNSS aussi, donc on sait de quoi on parle pour les deux maisons. La dette de l'État vis-à-vis de la CNSS était de 180 milliards il y a quelques années. 180 milliards de francs CFA. Mais là, on parle d'une structure qui couvre une portion congrue, qui couvre 40 000 personnes. La CAMU veut mettre en place le même modèle de financement, mais en couvrant 6 millions de personnes. C'est-à-dire que nous, au secteur privé, on croit, vu un certain nombre d'indicateurs, vu l'historique de la CNSS qui est similaire dans sa construction à la CAMU, que seul le secteur privé cotisera. Est-ce qu'il ne s'agit pas quand même donc là d'une solidarité du secteur privé que vous êtes à l'égard du secteur public? On ne parle pas du fait que nous ne voulons pas cotiser. On parle du fait que nous allons cotiser à perte pour une structure qui ne fonctionnera pas. Donc, on a finalement quelque part la double peine. Les travailleurs du secteur, et vous avez dit que les syndicats des travailleurs se sont levés, justement, c'est en lien avec ça. Nous sommes convaincus que dans son mode de fonctionnement, avec un ciblage trop large, ciblage en couverture trop large, avec un ciblage en financement vers le secteur privé, le modèle économique ne fonctionnera pas. Ça veut dire que nos salariés qui seront prélevés de 6,5% se verront finalement proposer... 6,82, je crois que c'est 6,82%. Ne se verront proposer... Il faut ajouter 0,5% prélevé, donc on est plutôt à... On a 7, je crois, 32, voilà, quelque chose voilà. Comme ça. Ils se verront prélevés, mais il n'y aura aucun service en face. Ils se retrouveront face à deux cas de figure. Des employeurs qui continueront à faire face à leurs charges, donc quelque part la double peine pour l'employeur, ou des employeurs qui ne pourront pas financièrement financer les deux systèmes. Et ça veut dire qu'ils arrêteront la prise en charge via les systèmes d'assurance maladie privés ou via les hôpitaux privés. Et c'est pour ça que les salariés se sont levés. Donc nous, qu'est-ce que nous demandons au gouvernement? Un meilleur ciblage de la couverture. Réduire aux personnes vulnérables uniquement la couverture apportée par la CAMU, comme c'est le cas dans certains pays développés. Les pays développés qui, en plus d'historique là-dessus que nous, on peut prendre l'exemple de la France. La caisse, la CMU. La France ne peut pas être un meilleur exemple pour nous. Cherchez un autre exemple. Le Rwanda. La France est un meilleur exemple que nous parce que la France a de l'historique, mais même en ayant de l'historique, a un système de couverture maladie déficitaire. C'est-à-dire qu'on nous a déjà montré que même en ciblant au mieux et en ayant une assiette de cotisation large, on a du mal à ne pas être déficitaire. Et c'est à l'État de mettre au pot commun. Ça veut dire quoi? Que c'est déjà l'exemple pour expliquer à l'État que si vous ne mettez pas votre participation, le système ne tiendra pas. Or, aujourd'hui, on voit que la CAMU, finalement, ne cible que le secteur privé. Vous voyez même que c'est le secteur pétrolier qui a été ciblé en premier pour cotiser, le secteur le mieux couvert en termes de santé au Congo, le secteur bancaire, le secteur des télécoms. Bon, justement, ces secteurs cotisent déjà à hauteur de 0,5% de leur salaire brut. Est-ce que vous avez quand même mené une opération de tracking pour savoir depuis 2002 ce que ça représente déjà pour justement faire démarrer la CAMU? De diverses sources, on est légèrement au-dessus de la dizaine de milliards. Pas depuis 2002, mais depuis 2021. Depuis la loi des finances 2021, janvier 2021. Tous les salariés du secteur privé
qui ont un salaire au-dessus de 500 000 francs CFA, voilà, payent 0,5% de leur salaire brut. Pas que du secteur privé d'ailleurs, mais tous les salariés qui sont sous contrat privé, donc qui sont à la SNCS. Ça veut dire que, j'entendais par exemple récemment, que même par exemple les prestataires du CHU, par exemple, se voient prélever les 0,5%. C'est pas que le secteur privé. Mais ces 0,5% aujourd'hui n'ont jamais été versés à la CAMU. Ah bon, mais vous parlez de 10 milliards, ça veut dire que ces 10 Ils n'ont milliards jamais été existent versés quelque à la part. CAMU. Jamais été versés à la CAMU. Quand vous parlez à la CAMU même se plaint, la direction générale de la CAMU se plaint que ça a un impact négatif sur l'image de la CAMU parce qu'on associe cette somme à la CAMU. Mais lorsque la CAMU s'adresse, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de la direction générale, mais c'est des discussions qu'on a. Lorsque la CAMU s'adresse au pouvoir public, on dit « Ah non, ça c'est de la fiscalité, ça n'a rien à voir avec la CAMU ». Quelque part, il y a encore un autre son de cloche. Lorsqu'on a eu les négociations avec les syndicats de salariés du secteur pétrolier, on nous a dit « Ne vous en faites pas, ces fonds existent, ils sont dans les comptes identifiés, le moment venu, ils seront versés à la CAMU ». Mais si ce moment n'est pas venu lorsqu'on est en train de lancer la CAMU, mais quel sera ce moment venu? Vous voyez, donc on a un problème de confiance sur les engagements financiers de l'État lorsque même ce qui est déjà collecté n'est pas versé. Ça pose problème. On va sortir par là, Monsieur le Président, c'est le partage de production, le contrat de partage de production que le gouvernement a retenu comme modèle dans le secteur forestier. On sait qu'en 2023, cela a fait l'objet d'une espèce de négociation entre les pouvoirs publics et ce secteur. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, puisqu'on sait que ce secteur contribue de manière efficace en recettes fiscales, notamment à travers la fiscalité forestière? Avant de vous répondre précisément, je dirais d'abord qu'il y a un procès qui est fait au secteur forestier qui me peine. Très souvent, on dit que les forestiers, les sociétés forestières ne contribuent qu'à hauteur de 4% du PIB. Comment on analyse la contribution des sociétés forestières? C'est en regardant ce qu'ils payent concrètement en impôts, en taxes, en contributions sociales. Mais lorsqu'on a une entreprise forestière à Pokola, qu'on est le seul employeur, comme le cas de la CIB, qu'on fournit l'électricité aux populations, qu'on fournit de l'emploi, qu'on fait vivre toute la localité. Sachez que Pokola, c'est environ 11 000 à 12 000 habitants. Tous les employés de CIB, sauf ceux qui sont, tous les employés, de Pokola, sauf ceux qui sont dans leur commerce à leur propre compte pour la population, travaillent à CIB. Quel impact on donne à la présence de CIB? Lorsqu'on a l'Ikwala Timber qui fournit des bancs aux écoles congolaises, qui paye jusqu'à certains salaires de certains fonctionnaires qui sont à Bétou, la localité, qui fournit l'électricité à la localité de Bétou en utilisant des groupes électrogènes. Quand on sait que les forestiers sont les derniers servis lorsqu'il y a des pénuries de gasoil, comme c'est le cas actuellement. On a même des rapports du FMI qui ont été fournis au gouvernement avec le Conseil. Les sociétés forestières doivent maintenant importer leur propre carburant au prix du marché international. Il n'est pas normal qu'elles bénéficient du prix subventionné local. Donc, elles ont la double peine. Elles sont punies parce qu'on leur fait des faux procès en non-contribution suffisante au PIB. Elles doivent être des acteurs de l'aménagement du territoire dont le travail n'est pas reconnu. Et maintenant, en plus, malgré les pénuries, elles doivent maintenant subir la double peine d'importer en plus leur carburant. Donc, c'est un secteur qui... Donc, vous trouvez que c'est un mauvais procès qu'on fait au secteur forestier au Voilà. Congo, mais en comparaison avec le secteur forestier du Gabon, on a senti que ces secteurs contribuent de manière efficace au produit intérieur brut, ce qui n'est pas pareil. Le secteur forestier au Gabon, aujourd'hui, a été développé avec l'aval, c'est-à-dire la transformation, avec ce qui se fait dans la zone économique spéciale de Nkok. Au Congo, nous avons un projet similaire avec la zone économique spéciale de Pointe-Noire, que nous saluons, que nous encourageons. La société Euraise et même un adhérent d'Unicongo, nous les poussons, les encourageons à développer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer le niveau de plus-value du secteur et augmenter la création d'emplois, à condition d'aller le plus loin dans la transformation. Parce que le danger aussi, c'est vous allez avoir des acteurs qui vont aller, par exemple, dans la zone économique spéciale, faire que du contreplaqué ou que des planches, du sciage donc. Mais les contreplaqués, vous avez Taman, Asia, Sycophore, l'Ikwala Timber qui en produisent. Donc, si vous allez faire du contreplaqué pour les concurrencer à la zone économique spéciale de Pointe-Noire, vous déplacez les emplois de Bétou, pour les amener de Dolisie, pour les emmener à Pointe-Noire. Ça, c'est un problème. En revanche, si demain, vous produisez des portes,
des tables, des chaises, du mobilier, du parquet, des plafonds, ce que vous voulez, ça, c'est quelque chose qu'on ne produit pas au Congo, pour lequel notre bois brut était exporté. On ramène des emplois au Congo. Ça, c'est salutaire et c'est encouragé. On arrive maintenant sur le sujet du partage de production. Sincèrement, moi, je considère que c'est un projet dangereux. C'est un mot dur que je dis, mais je considère que c'est un projet dangereux, destructeur du secteur. L'idée, un peu facile, c'est de reproduire dans le secteur forestier ce qu'on a dans le secteur pétrolier. Oui. Le partage de production. Le mot est posé, le partage de production. En allant très loin, en créant quelque part une société, la SNPC du bois. Sauf que c'est beaucoup plus complexe dans le bois. On va prendre un seul élément. Lorsque l'État dit aux pétroliers, vous nous fournissez les éléments pour qu'on calcule ensemble le cost oil, c'est-à-dire votre coût à partir duquel le coût de production du baril fait que les surcoûts, ce que vous touchez au-dessus sont des marges et on va décider comment ensemble on partage cette marge. Ça, c'est basé sur quoi? Sur une réunion trimestrielle qui fixe les prix du brut congolais auquel on les valorise sur le marché international. La réunion des prix. Et il y a quelque part un nombre réduit de ce qu'on appelle les blends, donc les types de pétrole congolais, les mélanges de Geno Blend, des autres blends, etc. Et on connaît leur prix par rapport au marché international. Dans le secteur forestier, il y a une trentaine d'essences. La trentaine d'essences peut avoir 4 niveaux de qualité différents. Donc ça veut dire qu'on parle de 120 prix à fixer. Première chose. Deuxième chose, les marchés pétroliers sont régulés par des bourses. On connaît le prix du Brent, par exemple. Voilà. Le prix du WTI, le pétrole texan. C'est des indicateurs. Et les prix du pétrole congolais se fixent par rapport à ces indicateurs. Dans le bois, ça n'existe pas. Quel est ce critère qu'on va utiliser pour fixer le prix du bois congolais? Aujourd'hui, chaque société négocie avec son acheteur, essence par essence, nature de produit. Donc, est-ce que c'est un sciage? Est-ce que c'est un parquet? Est-ce que c'est une grume? Tout ça, c'est négocié au cas par cas. Aujourd'hui, il n'y a aucun système qui pourra être mis en place pour définir les prix. C'est-à-dire que le partage de production va se faire sur quelle base? La base est viciée. Il n'y a aucune base. Et c'est pour ça que le projet de partage de production est dans les cartons depuis des années. Certes, il a été passé au Parlement, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'avance pas. C'est trop compliqué à mettre en œuvre. Ensuite, il y a des éléments logistiques. Aujourd'hui, le partage de production, il se fait comment? Dans le secteur pétrolier. Soit sur la base fiscale, sur les revenus qui sont partagés, soit sur des partages de cargaisons, avec des cargaisons de brut qui sont mises à disposition de la SNPC, qui choisit soit de les mettre sur les marchés ou de les livrer en partie à la CORAF pour le raffinage pour les produits locaux. Mais dans le secteur forestier, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer une société d'État qui va être dans la transformation du bois. Une espèce de SNPC dans le secteur dans le bois. Bon. Est-ce que, à notre époque, où on doit quand même essayer de, même les pays qui se disent encore communistes, vont plutôt vers des économies de marché. Même en Chine, il n'y a pas une société d'État de transformation du bois. Nous, on veut toujours innover à contre-courant. Bon, quel est le sens de cette stratégie? Je ne comprends pas. Je vais vous passer tous les détails, mais on a fait toute une note au gouvernement qui explique la difficulté de la mise en œuvre de ce projet. Donc c'est pour ça que je vous disais en introduction que c'est un secteur qui est contre vents et marées presque. Mais on vient encore alourdir avec un projet mal ficelé. Merci, Monsieur le Président Michel Njombo. Nous avons été très heureux de recevoir sur ce plateau de Afrique-Eco Michel Njombo, président du Congo. Et certainement, Monsieur le Président, on va approfondir certaines questions à une autre occasion. Merci une fois de plus. Likez et restez toujours des nôtres. Si vous voulez éventuellement être des nôtres, sachez qu'on ne parle que économie et finance à Afrique-Eco, pas de politique. À bientôt.